cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Vous connaissez sans doute cette chanson, c'est quoi le bonheur? Eh oui, ou alors peut-être que vous préférez cette chanson, fuir le bonheur avant qu'il ne nous quitte. En tout cas, il y a énormément de chansons qui évoquent le bonheur. Et alors, les définitions sur le bonheur, j'ai regardé, il y en a une quantité incroyable. Et ben, peut-être que chacun a la sienne. Moi, je me garderais bien, en tout cas, d'en donner une définition. En tout cas, ce qui est simple, c'est qu'il est parfois plus facile de parler de l'inverse pour mieux comprendre de quoi on parle. Alors, ce serait quoi le contraire du bonheur? C'est évidemment le malheur. Et alors, quelle est la définition du malheur? En tout cas, ça, le malheur, on a tendance à le reconnaître beaucoup mieux que le bonheur. Et c'est en compagnie de Yves-Alexandre Talman que nous allons parler du bonheur durant ces 2 heures. Et puis surtout, on va vous aider à savoir comment il faut agir pour parvenir à l'atteindre plus souvent, ce bonheur. Mais moi, la première question que je me pose, j'ai d'ailleurs une petite idée sur la réponse, est-ce qu'on est tous égaux face au bonheur? Quel est notre libre arbitre dans cette question du bonheur? On sait bien que l'argent, c'est pas forcément ça qui fait le bonheur. On sait bien aussi que certaines personnes, malgré des accidents de la vie très importants, auront accès au bonheur, tandis que d'autres resteront terriblement malheureux. Donc c'est avec Alexandre Talman que nous allons voir tout ça. Et comme toujours avec lui, on peut s'attendre à des réflexions tout à fait inattendues, surprenantes, mais c'est ça qui fait aussi mon bonheur. En tout cas, venez nous rejoindre au 0826 300 300. Vous avez, vous, Yves-Alexandre Talman, d'abord, bonjour. Est-ce que vous avez, vous, votre définition du bonheur? Bonjour, oui, j'ai une définition du bonheur, je vous la livre volontiers. Alors, allez-y. Le bonheur, c'est un état qui se prolonge de plaisir et de sens, à savoir à la fois dans l'émotionnel, avec des émotions agréables, du plaisir, de la satisfaction, et au niveau cognitif, au niveau de la réflexion, du sens que l'on voit, que l'on perçoit à nos activités. Oui. C'est pas mal comme définition. Mal, un peu longue peut-être, mais bien. Et je suis assez d'accord. Oui, c'est quelque chose qu'on ressent pleinement et qui doit durer quand même un petit peu de temps, quoi. C'est, y a des gens qui disent que c'est que des fractions de secondes le bonheur. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Alors ça, c'est des bulles de bien-être. Mais si on parle de bonheur, on est quand même dans quelque chose qui doit se prolonger, donc avec une certaine durabilité et non pas des bulles éphémères de bien-être. D'accord. Et alors la grande question, est-ce qu'on est tous égaux face à notre capacité à atteindre le bonheur? Je crois que la question n'est que rhétorique. On se doute bien quand on regarde nos semblables que certaines personnes semblent quand même mieux outillées, je ne vais pas dire armées, pour le bonheur. Les recherches scientifiques ont quand même montré qu'une partie de notre possibilité d'être heureux, de notre accession au bonheur, elle est déterminée par notre génétique. Donc des études faites avec des vrais jumeaux, des faux jumeaux, des frères et sœurs non jumeaux, etc., montrent que on a une partie qui est estimée en fait à la moitié, à 50% de notre capital de bonheur qui est déterminé par notre héritage génétique. Donc ça voudrait dire que quand on a eu des parents plutôt heureux, en quelque sorte, on a plus de chances d'être heureux. Ça voudrait dire qu'il y a une part de notre enfance qu'il faut analyser? Alors c'est un tout petit peu plus complexe que ça, puisque c'est lié en fait à ce qui va se traduire par la personnalité. On sait à l'heure actuelle que la façon avec laquelle on peut mesurer la personnalité, c'est les 5 grands traits de personnalité, les Big Five comme on les appelle, dont la stabilité émotionnelle. Donc ce qui nous différencie les uns les autres, c'est bien sûr l'introversion, l'extraversion, ce genre de choses, mais aussi notre stabilité émotionnelle. Et il se trouve que certaines personnes sont plus vite facilement perturbées par leurs émotions, autrement dit, elles se stressent plus facilement, elles s'angoissent plus facilement, etc. Alors que d'autres sont plus zen, sont plus cool. Et ça, c'est en lien avec notre héritage génétique, non pas les expériences que l'on a vécues dans l'enfance, mais bien la génétique. On est capable d'identifier, pour vous donner le nom de code, c'est le 5-HTT, donc une partie d'un gène très particulier qui pilote notamment la production de sérotonine dans le cerveau. Sérotonine dont on sait qu'elle est en lien avec la stabilité.
Bien sûr. Et j'ai l'impression comme ça que la manière de notre entourage, c'est-à-dire que si on côtoie des gens qui ont une capacité plus grande à être heureux, on va être plus facilement influençable et donc être heureux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, et la recherche le confirme aussi. On a une partie donc qui est innée, mais toute l'autre partie, bien sûr, c'est ce que l'on va apprendre, ce que l'on va développer. Et pour être très précis, les chercheurs nous disent qu'il y a seulement 10% de notre bonheur qui dépend effectivement des événements de vie que l'on traverse. Et les 40 autres pourcents, si on veut aller à 100%, c'est ce que l'on fait, notre façon d'interpréter, de donner du sens justement à ce qui nous arrive. Et sur ces 40%, alors on peut vraiment travailler pour les développer. Ce qui voudrait dire qu'on a finalement que 40% de libre arbitre sur 100%. Ce qui voudrait dire effectivement que on a une partie de libre arbitre. Moi, je préfère le voir de façon optimiste, bien sûr, c'est-à-dire qu'on peut augmenter notre bonheur de 40%. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Mais si on part avec 50% de génétique défavorable, il y a du boulot. Alors, on a un événement quand même, ou plutôt un fait de société qui peut nous rassurer. C'est qu'on s'est rendu compte que certaines populations étaient un petit peu, si je dis handicapées, c'est un peu fort, mais étaient prétéritées par rapport à leur génétique et cette façon d'être heureuse. C'est notamment des personnes dont on sait qu'elles ont la peau très blanche, les cheveux très blonds et les yeux très bleus. Ouf, j'ai eu peur. Oui, mais d'un autre côté, on sait que ces populations, on les retrouve principalement dans les pays scandinaves. Et dans les pays scandinaves, si on en croit les comparatifs internationaux, ce sont toujours les pays qui arrivent en tête, les pays les plus heureux. Donc, on voit bien que même si le jeu qu'on a reçu à la naissance, le jeu de cartes, pour faire la métaphore, n'est pas optimum, on peut vraiment beaucoup travailler pour fabriquer une société, un contexte de vie qui va nous épanouir. Et donc, ces 40%, j'ai envie de dire que c'est vraiment, vraiment important par rapport à ce que l'on a reçu. C'est cette fameuse résilience aussi que vous mentionnez tout à l'heure. Oui, bien sûr. Mais c'est un peu comme la santé, en fait. On a notre génétique et puis après, il y a ce qu'on en fait. Et il est certain que si on est tout le temps en train de vouloir plus, on va se rendre malheureux alors qu'au fond, on aurait peut-être tout pour être heureux. Par exemple. Oui, alors là, vous venez de donner la définition du malheur, puisque c'était aussi la question que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a même un prix Nobel à la clé en économie qui nous parle des maximiseurs et des satisfaiseurs. En français, c'est pas top. Mais on a des personnes qui veulent toujours plus, toujours mieux. On les appelle donc les maximiseurs. Et ceux-ci sont évidemment malheureux. Ce sont des perfectionnistes. Puis de l'autre côté, on a les satisfaiseurs, des personnes qui arrivent aussi à se contenter de ce qu'elles ont et d'apprécier donc ce que la vie leur apporte sans toujours vouloir plus. Et on pourrait dire qu'effectivement, le bonheur est lié à cette attitude aussi de se satisfaire de ce que l'on a. Ça ne veut pas dire renoncer à avoir des objectifs et à viser de grands projets, mais ça veut dire aussi savoir apprécier ce que la vie nous apporte. Alors, Yves-Alexandre Talman, avant de donner la place à nos auditeurs, qui sont évidemment nombreux, et parce que tout le monde a envie de parler du bonheur, est-ce que vous pensez qu'actuellement, en France, on va rester en France, puisque je sais bien que vous êtes en Suisse, mais est-ce que en France, actuellement, il y a énormément de paramètres qui laissent à penser que c'est difficile d'être heureux, ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt une sorte de mouvance, justement de vouloir toujours plus ? Je vous dirais que ça dépend de la définition qu'on donne au bonheur. Si le bonheur est réduit au bien-être, c'est-à-dire à vivre des moments agréables, un petit peu à l'image de la zénitude, être tranquille, assis sur une terrasse, à apprécier un apéro, si c'est ça le bonheur, peut-être qu'effectivement les périodes actuelles ne sont pas vraiment top par rapport à ça. Mais si le bonheur, c'est de pouvoir contribuer par nos actions aussi à faire changer la société dans laquelle on vit pour aller vers le mieux, j'ai l'impression que là, on peut dire qu'il y a de quoi faire. Autrement dit, c'est pas parce que nous ne sommes pas en train de vivre des émotions très agréables instantanément que pour autant, on peut dire qu'on n'est pas heureux. Oui. Ça revient à votre définition du départ, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce qu'on ressent émotionnellement et puis le sens qu'on va mettre dans ce qu'on ressent. Et finalement, on le sait, pendant la guerre, on peut aussi, il y a des personnes qui ont eu des moments de bonheur formidables parce que justement, ils avaient réussi des exploits extraordinaires.
Exactement, et j'ai envie de citer ici une personne voilà que l'on connaît bien, même si dernièrement on l'a moins entendue dans les médias, c'est Greta Thunberg. Récemment, elle était interviewée pour un magazine allemand, le Stern, et puis elle disait, et c'est étonnant d'entendre ça de sa bouche, en fait, je sais que le dérèglement climatique, maintenant, il est là et on en subit le prix. Mais elle ajoute, je n'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie que maintenant parce que je vois le sens. Parce que elle peut se dire que sa contribution, son action, elle n'a pas été vaine. Hein. Tout ce qu'elle a fait n'a pas été vain. Et dans ce sens-là, elle le dit, hein, je n'ai jamais été aussi heureuse. Et pourtant, le cadre, l'environnement et tout ça, on ne va pas dire que c'est top à l'heure actuelle. Oui, elle subit des tas de critiques et de. Et ben justement, j'en profite pour faire un petit aveu à tous nos auditeurs. Je vous entends souvent me dire merci. Eh bien, sachez que ça me rend très heureuse. C'est du bonheur pour moi de faire cette émission, justement parce que ça donne du sens et ça me permet de transmettre des choses. Et ça c'est aussi quelque chose d'intéressant et d'important à comprendre. Et je suppose que vous, c'est pareil, Yves Alexandre Thalmann. Grâce à vos nombreux livres, à tout ce que vous recevez, j'imagine, comme message, ça vous rend heureux? Oui, bien évidemment. Mais j'ai envie de dire que, alors, on l'a vu dans la pandémie. Hein, durant la pandémie, le personnel soignant avait cette reconnaissance, en tout cas au début, ce qui fait que ça donne le sens. Mais il n'y a pas besoin de contribuer, on va dire, à un niveau international à la meilleure marche du monde, mais s'occuper de son enfant, réviser ses leçons avec lui, ou bien aider une personne dans l'immeuble qui peut difficilement faire ses courses ou que sais-je, c'est déjà du sens. Hein. Il ne faut pas avoir forcément la grande mission sociale, mais le sens, on peut aller le chercher dans nos petites actions quotidiennes aussi. Oui. Et puis l'amour, est-ce que ça rend heureux? Dernière question avant de donner la parole à Marie, qui nous a déjà rejoint. Je n'oserais pas dans cette émission dire l'inverse, mais par contre, je peux vous dire qu'en nous appuyant sur la recherche faite à ce niveau-là, les relations humaines, donc qu'elles soient amoureuses ou amicales, jouent un rôle très important, sans doute le plus important dans le bonheur. Et il est vrai que la relation amoureuse, conjugale ou dans un autre cadre, contribue beaucoup à l'état de satisfaction des gens. Voilà, à condition évidemment de ne pas être quitté. Merci déjà de cette superbe introduction, Yves Alexandre Thalmann. Dans un instant, on retrouve Marie qui nous a rejoint et qui va nous raconter justement sa capacité au bonheur. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et c'est en compagnie de Yves Alexandre Thalmann, psychologue, que nous évoquons le bonheur. Alors, vous avez écrit beaucoup de livres. Peut-être que celui qui s'appelle « Déjouer les sortilèges du mental grâce au pouvoir de l'esprit » aux éditions Jouvence, c'est celui qui serait le plus adapté à l'émission d'aujourd'hui? Alors, on y trouve évidemment des pistes qui nous permettent d'accentuer, d'augmenter notre bonheur. Il y en a aussi plusieurs que j'ai écrits qui sont alors liés à la psychologie positive, ce grand thème de la psychologie positive, oui, qui étudie donc de façon un petit peu plus scientifique le bonheur. Alors Marie est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour à vous deux. Et donc Marie, vous avez connu des passages difficiles, délicats, qui vous ont rendu malheureuse? Oui, on peut dire ça. Disons que moi, juste après l'adolescence, j'ai eu, on va dire, un accident de vie qui fait que je suis handicapée aujourd'hui. Et comme c'était juste après l'adolescence, que voilà, comme beaucoup d'adolescents, j'étais pas forcément bien dans mes baskets, j'ai enchaîné avec ça. Et je suis rentrée dans une espèce de spirale négative qui a fait que déjà je n'acceptais pas le handicap, je n'acceptais pas ma vie de qualité, ça n'était pas la vie que je voulais avoir à 25 ans, clairement. Et donc j'ai eu énormément de mal à rebondir, à retrouver une stabilité et tout simplement être heureuse. Et un jour, mais ça a vraiment été un déclic et je ne saurais pas vous dire à quoi c'est dû, je me suis dit non stop. Là, ce n'est pas possible. Ok, c'est pas la vie que tu veux, mais c'est ta vie aujourd'hui. Donc maintenant, essaie de trouver le positif dans tout ça. Et je me suis attachée en fait à l'époque, ce que je disais, c'est à mettre des post-it sur des moments de bonheur. Ça pouvait être des petites choses toutes simples où je me disais là je fais un arrêt sur image. Ce moment-là, il est génial et je peux le vivre aujourd'hui et j'ai beaucoup de chance de le vivre. Et en fait, en tournant ça, j'ai appliqué ça un petit peu à tous les moments un peu difficiles qu'on peut tous avoir dans notre vie.
Et ça m'a permis vraiment de rebondir et de retrouver un bonheur, tout simplement. J'aime bien votre témoignage pour commencer cette émission, parce que je trouve, Yves-Alexandre Thelman, Marie le dit bien, il nous arrive une tuile, et la première réaction, c'est de dire c'est injuste, on est en colère, et si on ne sort pas de cet état, on ne peut pas avoir accès au bonheur. Oui, c'est exactement ça. J'aimerais ajouter avec ces grandes tuiles, en l'occurrence, qui peuvent se traduire par un handicap, qu'une personne souffrant de handicap ne l'est pas à temps complet. Je vais le dire autrement. Si je suis en chaise roulante et que je vais au cinéma, quand je regarde le film, j'apprécie le spectacle exactement de la même façon que n'importe qui de totalement valide. À ce moment-là, c'est pas le fait d'être handicapé ou réduit dans mes mouvements qui prime. Par contre, si je pense tout le temps à mon handicap et à chaque fois je m'en plains, à ce moment-là, ma vie va être teintée entièrement par ceci et je serai dans la spirale négative comme ça vient d'être indiqué. Par contre, si je vais regarder plutôt du côté positif, c'est ce qu'on appelle l'esprit de gratitude ou la reconnaissance que chacun d'entre nous peut pratiquer, c'est-à-dire de faire ces petits arrêts sur image, comme vous le disiez si bien, pour prendre conscience de tous ces petits moments de bonheur qu'on peut grappiller et qui, mis bout à bout, nous donnent une satisfaction. Alors, c'est vrai que moi, ce qui a été compliqué, c'est que j'ai des douleurs au quotidien et j'ai tendance, les fois où je suis fatiguée, où je ne suis pas forcément dans mon assiette, à me faire un peu happer par ce côté négatif qui est en fait un peu toujours présent à côté de moi. Et j'ai tendance à dire que j'ai cette espèce de petit monstre sur mon épaule et que même de temps en temps, j'arrive à le réduire au minimum et à essayer de ne pas l'écouter, entre guillemets. Mais c'est vrai que ce qui m'a aidé aussi, vous le disiez tout à l'heure, c'est l'entourage. Et à ce moment-là, je me suis dit, entoure-toi de gens qui te font du bien. Et c'était vraiment ça, de me dire, quand je suis avec mes amis, mes proches, ma famille qui m'aident et qui me font oublier justement cette douleur, ce petit monstre-là qui est sur mon épaule, c'est des moments de gratitude, effectivement, et qui me font avancer, aller mieux. Mais de toute façon, on le sait tous, on a tous fait cette expérience, on a mal un petit peu quelque part, on est avec des gens qu'on aime et on échange des paroles ou autre chose d'ailleurs, et la douleur s'en va, elle s'en va pas, mais elle se tait comme si finalement il y avait quelque chose de plus intéressant pour le cerveau. Alors je sais pas, je suppose que ça s'explique bien ça, Yves-Alexandre Thelman, mais on l'a tous remarqué. C'est une question d'attention, effectivement, et c'est ce que, notamment dans la pratique de l'hypnose, on essaye d'actualiser ou d'utiliser, c'est-à-dire de détourner l'attention de nos douleurs vers autre chose de plus captivant. Ça peut être simplement une distraction. Si on regarde une série à la télévision et que ça nous captive, on est moins à l'écoute de nos douleurs, effectivement. C'est sûr. Alors ça c'est vrai, et puis c'est vrai que cette habitude que j'ai prise m'a permis aussi plus tard de relativiser les événements plus difficiles aussi qui ont pu m'arriver. Je sais notamment par exemple on a dû passer par une PMA pour avoir nos enfants avec mon mari, et j'avais l'habitude de dire que cette attente de l'enfant nous permettait de nous préparer. Et au fond de moi, je savais que ça me rendait malheureuse et qu'on n'allait pas y arriver, forcément. Et en fait, je tournais ça comme ça, et on a pu discuter de choses très poussées sur l'éducation, sur toutes ces petites choses. Et je me dis, les autres parents qui ont eu un parcours plus classique n'ont pas eu cette chance-là. Donc ça m'a permis un petit peu de tourner un petit peu. Oui, là, franchement, bravo, parce que vous avez fait de quelque chose qui est quand même plutôt une épreuve, vous en avez fait quelque chose de positif. Là, franchement, bravo. Capacité à... Parce que c'est vrai que l'attente d'une PMA avec les différents échecs, parce que je suppose que ça n'a pas été valable du premier coup, il y a plein de gens qui auraient vécu ça de manière très négative. Alors, je vous dis pas que ça a été facile, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois que j'ai mes enfants, que je vois que j'ai une vie que j'aime, malgré bien sûr le handicap derrière qui fait que j'ai pas la vie que j'aurais rêvé avoir, mais je me dis que j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir réussi malgré tout à avoir ce que j'ai aujourd'hui, parce que je me suis poussée un petit peu, je me suis remuée et puis j'aurais pu effectivement terminer
terminer Oui, chez oui. moi toute seule à me morfondre. Et je voulais pas ça. Je ne voulais Non, pas mais ça. vous avez la voix de quelqu'un d'heureux, je trouve, non? Et Alexandre Thalmann. Ah, mais ça me fait plaisir. Non, mais c'est vrai. C'est le cas. En plus, vous souriez, vous riez, enfin oui, on vous sent heureuse. C'est bien pour démarrer Oui. l'émission sur le bonheur, non? J'en suis ravie. Et j'ai même envie de vous donner un petit truc comme ça. Vous parliez du démon, hein, du petit démon, hein, qui parfois arrive à vous tirer dans la spirale négative. Ce qui peut aider à apprivoiser un peu ce petit démon, c'est ce qu'on appelle maintenant l'autocompassion. Il y a pas mal de livres tout à fait grand public qui sont sortis récemment sur ce thème de l'autocompassion. Et le terme est fort, puisque la compassion, hein, il y a le terme pâtir, souffrir dedans, mais c'est l'idée qu'on peut accueillir avec bienveillance ces moments difficiles, sachant en fait qu'ils font intégralement partie de la vie de chacun. C'est le cum, hein, le avec de compassion. C'est comme si ça nous reliait à notre humanité. Et dans ce sens-là, on peut accueillir avec bienveillance même le petit démon pourtant qui nous tire dans le négatif. Il reste négatif, mais c'est comme si on l'entourait de bienveillance, ce petit démon. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil dans ces livres-là. Peut-être que ça vous permettra justement d'apprivoiser le petit démon. Merci en tout cas de cet appel, Marie, et merci de ce conseil, Yves-Alexandre Thalmann. On retrouve dans un instant Philippe Hoffmann qui nous parlera des ados et de leur prise de risque. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Alors bien sûr, Yves-Alexandre Thalmann, on va vous demander si prendre des risques, ça nous rend heureux. Mais pour l'instant, Philippe Hoffmann, vous allez nous parler des ados et qui, eux, évidemment, souvent prennent des risques. Bonjour Philippe. Bonjour Brigitte, bonjour. Oui, je vais vous parler de la prise de risque aujourd'hui chez l'adolescence, chez les adolescents. Ça rime souvent d'ailleurs avec prime de risque, avec prise de risque ou prime de risque d'ailleurs, l'adolescence. Hein. Il y a une envie de dépasser les limites, de se dépasser soi-même. C'est un peu irrépressible. En fait, parfois ils se mettent en danger, mais ça les aide aussi à grandir. De nos jours où tout est flou et incertain, on pourrait presque penser que ces expériences intenses, c'est une forme de rite initiatique personnel pour passer des caps et devenir un homme ou une femme. Mais enfin, dans la prise de risque chez les ados, il y a quand même deux facettes. Hein, il y a une normale, on pourrait dire, et une pathologique. Pour ce qui est de la normale, pour la grande majorité des jeunes, la quête de l'identité, ça passe souvent par des expériences fortes. C'est difficile à cet âge de résister aux influences des modes, du groupe, de ses envies, de découvertes. La bouilloire des pulsions est puissante, et, autant sexuellement qu'au niveau agressif, qu'au niveau découverte. Hein. Les ados alors franchissent leurs limites, physiques souvent, ils cumulent des nuits blanches, consomment des toxiques, dansent jusqu'à l'épuisement, conduisent sans casque et grillent tous les feux rouges, et après ils s'en glorifient. S'ils chutent ou ils s'abîment, mais pas trop, ils inscrivent leur exploit dans leur roman personnel, un roman héroïque. Mais pour la plupart d'entre eux, la prochaine fois, ils éviteront d'aller si loin. C'est comme ça qu'ils se construisent, qu'ils évoluent, par ce jeu sensationnel avec la vie et parfois avec la mort. En revanche, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus fragiles, et ceux-là, ils vont plus loin. Ils se sentent invulnérables, ils croient à leur bonne étoile et ils pensent pouvoir se mettre en danger sans aucun risque. Ils y vont à fond, ils s'enivrent d'adrénaline et ils dépassent toutes les limites. Ils se filment, ils cherchent leur admirateur, ils en ont souvent d'ailleurs, et s'ils dérapent, de toute façon, c'est jamais de leur faute. C'est les circonstances, c'est les autres. Enfin, on peut dire qu'ils projettent leur malaise intérieur à l'extérieur. C'est un mécanisme psychique qui s'appelle la projection et ça leur évite l'angoisse, de toutes sortes d'angoisses d'ailleurs, et souvent celle de ne pas être à la hauteur, d'être impuissant face aux exigences du monde réel. Ils restent alors des enfants éternels. Et ils ont des croyances magiques, de super-héros, il leur faut toujours plus de sensations. Mais évidemment, toujours plus, l'accident est inéluctable. Oui, si on va toujours plus loin, on risque finalement de rencontrer ses limites.
Alors tout ça, ça se fait à l'insu des parents qui découvrent souvent les affaires comme ça en cas de drame, quoi. Hein. Alors on pleure ensemble, on soigne, on câline, on essaye de refaire un peu le chemin de l'enfance en leur disant combien on les aime. Et on peut leur dire souvent qu'on ne peut pas les contrôler tout le temps, mais on aimerait bien encore les protéger. Oui, donc c'est toute la difficulté du parent, c'est-à-dire c'est de le laisser peut-être quand même un petit peu se mesurer, surtout quand ils sont entre copains, et en même temps poser des petites limites pour pas qu'il aille jusqu'à se faire mal. Et on le pense notamment quand l'enfant, l'ado plus exactement, réclame une moto, généralement les parents sont pas tellement d'accord. Et pourtant, voilà, ouais, par exemple, tous les véhicules à moteur et en particulier les scooters, c'est bon, il y a des parents qui peuvent pas résister, mais enfin, surtout si eux-mêmes ils en ont un. Mais en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où on pense que son jeune va se mettre en danger ou pourrait prendre des risques, on est inquiet parce qu'il dès qu'il y a voilà. Donc, l'important, c'est quand même toujours de leur dire ça, c'est de leur dire, je peux pas te protéger tous les jours, je peux pas être derrière tes fesses tout le temps, mais par contre, je suis là et j'aimerais bien que tu te mettes pas la tête dans le mur. Yves-Alexandre Tellmann, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter ? Difficile d'ajouter quelque chose. J'ai quand même une idée qui me vient, c'est celle de la liberté. Je crois sincèrement que la liberté, ça se conquiert, ça ne se quémande pas. Et dans ce sens-là, la transgression du cadre fixé par les adultes, notamment par rapport à l'accès à sa vie sexuelle, c'est aussi quelque chose de formateur, de dire à un moment donné, je ne vais pas, chers parents, vous demander la permission. Je vais le faire parce que maintenant j'arrive, mais là on parle de grands enfants, d'ados, post-ados, adultes, mais j'arrive dans le monde des adultes et je vais prendre ma liberté, ce qui veut dire aussi que je devrais assumer les conséquences. Et là, les parents doivent bien sûr lâcher prise et laisser les conséquences être assumées par le jeune qui a choisi l'acte qu'il a commis. Oui, surtout qu'il faut quand même préciser que la plupart des jeunes connaissent les risques. Hein. Les mesures de prévention, elles existent au sein des collèges, des lycées, etc. Autant pour les risques sexuels que les risques liés aux substances psychoactives, aux toxiques, enfin à pas mal de choses. Ils les connaissent, les risques, mais il faut justement qu'ils jouent un peu avec ça. Mais ce que je voulais dire là, surtout dans ma chronique, c'est qu'il y en a qui jouent avec et qui font de cela une expérience qui leur permet d'évoluer, et puis il y en a qui jouent avec jusqu'à ce qu'ils se fracassent, quoi. Et ceux-là se font très mal. Et par exemple, en termes de sexualité, il y en a qui prennent des risques sexuels qui sont assez majeurs en multipliant les partenaires sans aucune protection ni contraception, et ça peut aller très loin, et puis après ça entraîne des conséquences avec lesquelles d'ailleurs il faut parler avec les parents. Hein. Donc c'est vrai que c'est une forme de liberté de prendre des risques, parce que c'est comme ça qu'on acquiert, vous avez raison, sa liberté, son libre arbitre, etc. Mais si on se brûle les ailes à ça et qu'on se détruit, en fait, eh bien là, à ce moment-là, on a vraiment besoin oui, mais ce que vous sembliez dire, Philippe Hoffman, c'est que finalement, quand on a un ado qui va un petit peu prendre trop de risques, quelque part, c'est parce qu'il a un mal-être, et que prendre des risques, c'est quelque part inconsciemment vouloir se faire mal. Exactement, et puis c'est projeter son mal-être à l'extérieur. Oui. C'est une manière comme ça de le retirer de soi, quoi, si vous voulez. Mais en fait, c'est illusoire parce que ça revient tout le temps. Bien sûr.
Bon, eh ben, merci en tout cas de cet éclairage, Philippe Hoffmann. Merci beaucoup. Prenez pas de risque, Voilà. j'ai vu que vous étiez en voiture. Ah oui, je ne prends pas de risque. Je Mais me vous suis êtes arrêté. à l'arrêt, on voit bien. Merci en tout cas. Yves Alexandre Talman, je posais la question justement, prendre des risques, ça peut rendre heureux? Alors, ça dépend le type de risque. Ça évoque aussi le grand thème en psychologie des biais cognitifs. C'est-à-dire qu'on a tendance à raisonner de façon pas aussi rationnelle, aussi logique que l'on devrait. Et on le voit chez beaucoup de personnes qui prennent ces risques, mais les trop grands risques, il y a cette illusion de l'immunité ou de l'impunité. Ça m'arrivera pas à moi. Moi, je peux coucher avec plusieurs partenaires différents sans prendre de précautions. Ça m'arrivera pas. Je peux rouler sans casque avec mon scooter, j'aurai pas d'accident. Et ça, c'est une erreur de logique, bien sûr. Oui. Mais quand on est très jeune, c'est vrai qu'on a tendance à se croire un petit peu immortel ou en tout cas plus solide que ne l'est malheureusement l'être humain, bien sûr. Et c'est vrai c'est toute la difficulté, encore une fois, du juste milieu entre la protection que les parents doivent apporter et puis en même temps, il faut pas les brider. C'est pas simple d'être parent, on le sait bien. Pierre, bonjour. Bonjour Pierre. Ah bonjour. Merci d'être avec nous. 3 questions intimes et puis ensuite vous pourrez en poser une à Yves Alexandre Talman. Alors première question, Pierre, racontez-nous un moment très heureux en amour. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme ça tout de suite? En amour. Bah oui, en amour. Oui. Oui, bien sûr. Je crois que c'est un moment précis. Je pense que c'est d'une manière générale, c'est le partage d'une émotion en commun. Oui. C'est à ce moment-là que je crois que je suis le plus heureux en amour, c'est de ressentir que ce que l'on vit est partagé pleinement par sa compagne. Mmh. Voilà. Et par exemple, je suis amoureux de musique et un bon concert à deux. À deux, mais ça me rend extrêmement heureux. D'accord. Surtout si c'est un concert de jazz. D'accord. Bon, eh ben écoutez, merci de cette réponse que je pense que beaucoup de personnes pourraient partager d'ailleurs. Deuxième question, ouais. Est-ce que vous préférez faire l'amour dans un lit ou ailleurs? Pas dans une salle de concert quand même, Pierre. Non, ce serait pas correct, mais j'aime bien la variété, donc et en même temps il y a une opposition, c'est que j'aime bien le confort. Oui. Donc, il faut emmener le matelas, au moins, peut-être pas le lit, mais au moins le matelas. Mais il faut que l'endroit, si c'est ailleurs, soit quand même pas hyper acrobatique et confortable. Mais la variété, voilà, je vais retenir ça. Ouais. D'accord. Et dernière question, est-ce que vous préférez dire « je t'aime » ou « j'ai envie de toi » ? Ou est-ce que vous dites, pardon, oh là, oui, vous dites plus souvent, vous dites plus facilement je t'aime ou j'ai envie de toi à votre femme ou à votre partenaire? Comme partenaire, je t'aime. Je t'aime, d'accord. Vous êtes finalement la musique, partagée ensemble, je t'aime, vous êtes un grand romantique, Pierre. Probablement, mais ouais, mais il y a des fois quelqu'un qui se cache en moi qui ne l'est plus très, mais bon. Ah bah de temps en temps, il faut quand même que la bête se réveille, évidemment. C'est ça, sinon... je n'osais pas le dire. Oui. Mais on aime bien les bêtes, vous savez, nous les femmes. Ouais. Allez, je vous laisse poser une question à Alexandre Talman, il vous écoute. Alors, je sais que Yves Alexandre a... Bon, l'émission c'est le bonheur, et moi je me posais la question, comment gérer une relation quand il y a une personne qui a une propension forte à toujours être positive et donc à trouver plus facilement le bonheur, et une autre personne, c'est l'inverse. Et pour le dire de manière plus triviale, voit la bouteille à moitié vide alors que l'autre la voit plutôt à moitié pleine. Et d'ailleurs, je me pose la question, est-ce irrémédiable et peut-on changer ça? Mais bon, ça c'est un autre sujet peut-être. Mais en tout cas, comment gérer cette relation? Est-ce que la compatibilité est possible ou Jolie question, c'est une cause perdue?
Oui, une question complexe, mais par chance, la première interlocutrice qui a pris la parole dans l'émission aujourd'hui nous montre que c'est possible, puisqu'elle est passée de ce mode un peu pessimiste négatif à tout d'un coup décider de voir les choses autrement. Donc ça, on sait quand même que c'est possible, mais ça n'arrive pas tout seul. La personne doit vraiment faire un travail sur elle-même pour changer son point de vue. Et pour répondre à la question de la compatibilité, ça c'est beaucoup plus délicat parce que on peut se poser la question de quelle influence va l'emporter sur l'autre. Autrement dit, est-ce que c'est la personne plus pessimiste qui va au final assombrir, on va dire, l'univers de la personne optimiste ou l'inverse? Quoi qu'il en soit, sans pouvoir répondre à cette question, je dirais que de toute façon, garder son attitude, notamment plutôt optimiste, est indispensable. Autrement dit, si je suis avec une personne qui ressort uniquement les mauvais côtés, les problèmes, les difficultés, je vais, pour ma part, continuer aussi à relever les bons côtés. Donc dans la communication, si la personne me dit « Oh, mais de toute façon, tout est fichu, regarde le climat », j'aurais tendance à dire peut-être, mais d'un autre côté, regarde quand même toutes les initiatives qui sont faites à l'heure actuelle. Donc pour faire une sorte de balance entre les informations qu'elle va donner et les informations plutôt optimistes, vu que c'est une question de point de vue, que je peux moi-même avancer. Là où ça deviendrait un petit peu plus critique, c'est du moment où ça déteint sur moi et puis que je commence aussi je me surprends à voir plutôt le côté négatif des choses. D'accord. Eh oui. Bon, ça vous va la réponse de Yves-Alexandre Thalmann, Pierre? Ah oui, parfait. C'est une recherche de neutralité, là. Si je peux me permettre. Oui, mais je crois que enfin, ce qui me paraît important, parfait, Pierre. Oui, ça me va bien. Oui, mais ce qui me paraît important, et c'est valable pour toute discussion quand l'un pense l'opposé de l'autre, c'est de ne pas vouloir prouver qu'on a raison. Je crois que c'est ça qui est important avant tout. Oui. D'accord. C'est-à-dire comprendre que la vérité de l'autre, c'est sa vérité, que notre vérité, c'est notre vérité, et que la vérité, elle est peut-être ni d'un côté ni de l'autre, quoi. Et que feriez-vous de la tendance de la personne lorsque vous restez positif, qu'elle considère que vous sous-estimez ce qu'elle ressent, ou voire même que vous vous en moquez, et que parce que c'est c'est-à-dire que si vous lui répondez en affirmant votre côté positif et en lui disant mais non t'as tort, etc., évidemment qu'elle va ressentir que vous ne la comprenez pas. Voyez, je pense que c'est dans votre manière de communiquer que vous provoquez peut-être ce sentiment de ne pas être comprise. Il me semble, non? Qu'est-ce que vous diriez, Yves-Alexandre? En français, on a ces deux termes, je crois, qui correspondent bien. On a le terme opposition et on a le terme apposition. Je peux m'opposer à l'autre en disant « mais non, tu as tort, il y a aussi des belles choses dans la vie ». Ou je peux apposer, c'est-à-dire valider le point de vue de l'autre en disant « ben oui, je constate que pour toi, il y a beaucoup de misère dans ce monde et pour moi, je vois aussi des côtés positifs ». Et dans ce sens-là, on met les deux côte à côte et non pas face à face, apposé plutôt qu'opposé. Et on fait de la validation aussi par rapport au point de vue de l'autre et il ne va pas considérer qu'on se moque de lui si on agit de la sorte. Voilà. Non, mais je pense que la question de Pierre était intéressante parce que c'est vrai que dans notre sujet du jour, le bonheur, c'est vrai qu'on est entouré de gens qui vont pas penser comme nous et si on se sent pas compris, on est malheureux et puis voilà. Donc c'était une question très intéressante, Pierre. Merci beaucoup. Allez, une petite pause et on retrouve Sylvie qui est avec nous dans un instant. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Yves-Alexandre Thalmann, nous avons Sylvie qui nous a appelé et je crois qu'elle a eu raison de nous appeler parce que vous êtes quand même spécialiste en développement personnel, vous développez surtout la pensée positive et je pense Sylvie que vous en avez vraiment besoin. Bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour Yves-Alexandre. Bonjour. Alors, bon, moi c'est Brigitte, mais c'est pas grave. Brigitte, oui. Non, mais j'aime bien quand vous prenez votre prénom pour m'appeler parce que c'est toujours un signe de projection très fort, n'est-ce pas, Yves-Alexandre Thalmann? Alors racontez-nous, vous n'êtes pas heureuse aujourd'hui, Sylvie? Disons que je me pose beaucoup de questions et je me dis, est-ce que je suis vraiment faite pour le bonheur, quoi? Allez-y, on vous écoute, dites-nous.
Donc bon, ben, j'ai 52 ans et alors je pourrais effectivement avoir tout pour être heureuse, mais ma vie amoureuse est complètement... je n'arrive pas à trouver mon bonheur dans une vie amoureuse. Donc bon. Donc vous n'avez pas tout. Puisque vous dites vous n'avez, enfin, oui. Vous savez, la vie, le domaine affectif est important, et d'ailleurs on sait, quand on questionne les gens en fin de vie, très souvent ce qu'ils regrettent, c'est de ne pas avoir pu passer plus de temps avec les gens qu'ils aiment. Enfin, c'est quelque chose d'important, la vie affective. Oui, alors pour ma part, moi j'ai l'impression que le négatif, ou je le développe en permanence dans mes relations. J'arrive pas à développer le bonheur en couple, quoi. Vous êtes seul ou avec quelqu'un actuellement? Alors, je suis avec quelqu'un, effectivement, en ce moment. Alors, bon, je suis divorcée une première fois, veuve une deuxième fois, très jeune. Et donc, j'ai refait ma vie dernièrement. Donc, ça fait 6 ans que nous sommes ensemble. Et donc, dernièrement, je me suis aperçue qu'il m'avait trompée l'année dernière. Et donc, j'ai les preuves qui font que c'est la réalité. Donc, Et vous avez du mal à dépasser ça? Oui, on a essayé d'en rediscuter encore hier. Il me dit non, c'est pas vrai, et moi j'arrive plus à avancer aujourd'hui. Je me dis je me résous à me dire que le bonheur n'est pas pour moi. Il nie le fait de vous d'avoir eu une autre relation. Oui, tout à fait. Sexuelle. Mais je ne peux pas. Je le sais donc depuis 1 an et je. Oui, mais vous savez, Sylvie, quand on a une certitude de quelque chose et que l'autre nie et ne veut pas reconnaître, ça pose quand même une vraie question dans la relation, et c'est vrai que ça peut pourrir la relation, non, Yves-Alexandre Tallmann? C'est une question de confiance. Si on parle de relations affectives, la confiance est au centre. Et si la confiance est brisée, ça en dit long sur l'état de la relation, effectivement. Tout à fait. C'est ce que je dirais, c'est comme une blessure qui, oui. Je me dis qu'il faudrait nettoyer ensemble pour pouvoir qu'elle cicatrise. Chose qui se refuse complètement. Donc du coup, moi je suis malheureuse et ça il ne peut pas l'entendre. Enfin, il veut pas. Il veut pas l'entendre. Il ne veut pas l'entendre. Voilà. Donc pour cela, donc j'ai l'impression qu'il me refuse ce bonheur, quoi. Enfin... Alors, vous savez, Sylvie, encore une fois, on peut pas répondre à la place de l'autre et on peut pas changer l'autre. En revanche, il serait peut-être intéressant d'arriver à parler avec lui pour que vous puissiez comprendre pourquoi il ne veut pas l'entendre. Est-ce que c'est parce qu'il se sent coupable et que ça le met trop en culpabilité de reconnaître ça? Est-ce que c'est parce que de toute façon il considère qu'il a tout à fait le droit de vous tromper? Est-ce que c'est parce que... Alors, je peux en trouver d'autres, hein, des solutions, mais voyez, je crois qu'il faut percer l'abcès, parce que sinon vous allez tout doucement garder cette blessure qui risque de s'infecter, et on sait très bien qu'à force, ça peut vraiment nuire à la relation. Mais complètement, j'essaye justement d'engager la conversation au plus calme possible. Je lui ai dit, je suis prête à pardonner. Je lui dis, et je me remets moi-même en question. Je me dis, c'est peut-être ma faute. Donc, si tu as été voir ailleurs, donc je veux aussi me remettre en question moi. Mais oui, mais il faut pas non plus que vous preniez encore une fois tous les torts, si je puis dire. Il y a un moment, vous avez le droit d'être peut-être un peu plus dans une réaction de je sais pas dire autoritaire, mais d'être dans une demande tout à fait justifiable. Qu'est-ce que vous diriez comme ça en 2 mots, Yves-Alexandre Tallmann, et puis après on laissera la place aux infos et on retrouvera Sylvie après. Alors, on peut parler d'assertivité ou affirmation de soi, comme on l'appelle. C'est qu'on va être ouvert à la discussion, on va solliciter la discussion, on va vraiment ouvrir les canaux, mais on va aussi être très clair que si l'autre s'obstine, ça aura des conséquences. Si la confiance ne peut pas être établie,
Ça peut signifier qu'on va prendre de la distance, voire terminer la relation. Je crois qu'il faut être très clair là aussi, hein. On ne va pas se faire souffrir dans une relation du moment où un des deux parties a dit stop. Hein. Si on a fait tout ce qui était en notre pouvoir et que l'autre côté c'est toujours... dit stop. Exactement. Alors, restez avec nous, Sylvie, on vous retrouve après les infos. Petite devinette du jour. Pourquoi le lézard est supérieur à l'homme? Yves-Alexandre Talman, la réponse, c'est évidemment après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Yves-Alexandre Talman qu'on vous ouvre les portes du bonheur. Yves-Alexandre Talman, vous êtes le spécialiste du développement personnel en étant justement toujours de très positif. Hein. Alors justement, avant de reprendre Sylvie, je voudrais la réponse à ma devinette. Pourquoi le lézard est supérieur à l'homme? J'imagine que c'est une histoire de queue. Le lézard peut se départir de sa queue et puis la régénérer apparemment. Eh oui, il est prêt à sacrifier sa queue pour sauver sa vie, ce qui n'est pas le cas de l'homme, n'est-ce pas? Eh oui, pour être heureux, il faut parfois savoir faire de grands sacrifices. Alors Sylvie, j'aime bien votre témoignage parce il va parler à beaucoup de monde hein, dans une relation de couple. Évidemment que l'infidélité c'est toujours un grand malheur quoi qu'on en dise. Alors on n'est pas égaux non plus face à l'infidélité. Il y a des personnes qui vont l'accepter plus facilement que d'autres, mais c'est de toute façon toujours de quelque chose de difficile. Et dans ce que vous nous dites, voyez Sylvie, peut-être que vous avez votre part de responsabilité parce qu'on a toujours sa part de responsabilité dans un couple, quel que soit ce qu'on traverse. Mais c'est pas une raison non plus pour tout prendre sur vous, voyez. Moi, je pense, Yves-Alexandre Talman parlait de confiance. Moi, je pense qu'il y a aussi une question de respect. C'est à vous déjà, dans un premier temps, de savoir jusqu'où vous pouvez aller dans l'acceptation de ce qui s'est passé. Et peut-être que vous avez besoin de vous faire aider pour comprendre ça. Vous voyez, parce que j'entends bien que parce que vous n'avez pas envie que la relation s'arrête, vous êtes prête à accepter beaucoup de choses. Mais il faut pas aller au-delà de vos limites, parce que sinon, forcément, vous pourrez pas être heureuse. Oui, c'est tout à fait ça. Et le fait qu'il ne l'ait pas, justement, qu'ils ne le reconnaissent pas, bien sûr. Je pense que, comme vous disiez tout à l'heure, la raison, je pense, c'est ma réaction. Et je lui ai bien fait voir par ma réaction quelque part positive en me disant je suis ouverte, j'entends, ça a pu arriver, je voudrais qu'il me dise ben voilà, ça c'est fait et qu'on n'en parle plus pour avancer. Mais aujourd'hui je pense que en ne faisant pas ce pas vers l'avant, on va vers pour moi une rupture, je dirais, parce que je ne pourrais pas continuer dans ce non-dit, dans cette... Je comprends bien, vous n'êtes pas reconnu dans votre souffrance et quand on est avec quelqu'un, enfin si on n'est pas reconnu dans sa souffrance, on se demande bien à quoi ça sert d'être avec cette personne. Mais peut-être qu'il faudrait, avant d'arrêter la relation, peut-être essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à reconnaître, surtout si vous avez la preuve. Vous lui avez mis sous le nez ? Complètement. Ah oui, tout à fait. Et noir sur blanc, les écrits. Bon. C'est moi qui c'est moi, c'est ma faute. Je ne comprends rien. Je me fais des idées. Voilà. Parce que là, on a une réaction, me semble-t-il, Yves-Alexandre Talman, d'un homme très immature, qui est vraiment le petit garçon pris la main dans le sac et qui dit mais non maman, c'est pas moi. Complètement. Mais c'est tout à fait ça. Non, Yves-Alexandre. Oui, et après, je rejoins votre analyse. Qu'est-ce qui lui permet d'avoir cette attitude immature ? C'est-à-dire en face de lui, quelle est la force de l'interlocuteur, de l'interlocutrice pour tenir une position qui est en fait pas tenable, tout simplement. Et pourtant, malgré les preuves objectives, il conteste. Et ça questionne effectivement par rapport à ce qui se passe dans la relation. Parce que vous voyez, par exemple, Sylvie, il pourrait tenir cette posture tout à fait intenable. Yves-Alexandre Talman a raison, parce qu'il a peur que si finalement il avoue, vous le quittiez. Et alors, si c'est ça, ça veut dire qu'il vous aime plus que tout et qu'il a fait une grosse bêtise et que... Vous voyez ce que je veux dire ?
c'est important de comprendre sa réaction parce que peut-être que vous avez l'impression qu'il vous respecte pas et qu'il ne tient pas compte de vous, alors que si ça se trouve c'est parce que vous comptez plus que tout pour lui. Mais je ne sais pas. Hein. Je voudrais justement, en reconnaissant ce fait-là, cet acte-là, qui, pour moi, il prouverait qu'il m'aime et là, je pourrais passer à autre chose et enfin être heureuse, je vais dire. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose depuis un an, qui me ronge. Mais j'entends bien, et je suis d'accord avec vous. On est d'accord avec vous, Sylvie, mais il faut peut-être un tout petit peu essayer de vous mettre à sa place pour comprendre sa réaction qui est en effet tout à fait ridicule. Ah mais complètement, mais je vais essayer de me mettre à sa place, j'ai essayé, alors je me dis il y a un petit peut-être le confort qu'il est aujourd'hui puisqu'il vit chez moi, je me dis c'est ça, je me dis... Oui mais voyez vous oubliez d'essayer de comprendre ses émotions à lui. Et qui encore une fois, je suis pas en train de... Il est très mal, je suis. Voilà. Je sais qu'il est très très mal. Qu'il est malheureux. Voilà. Ça, j'en suis consciente. Je suis consciente parce que voilà. Mais ça me prouverait à moi qu'il m'aime vraiment quoi et que c'est un c'est passé. Bon. Peut-être à ce moment-là, parce que de toute façon vous n'en sortirez pas autrement, posez-lui l'ultimatum, on va voir quelqu'un pour en parler tous les deux, ou sinon on arrête la relation. Posez-lui, peut-être que c'est face à quelqu'un comme Yves Alexandre Talman par exemple, il arrivera à se décoincer. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez Yves Alexandre ? Je crois que là il n'y a pas d'autre solution. Oui, de toute façon, poser des limites à ce niveau-là me semble sain, hein, parce que continuer à se morfondre, à se faire du mal en attendant que l'autre avoue, ça peut ne pas arriver. Et donc, à un moment donné, il faut fixer la limite, que ce soit à travers cet ultimatum ou un autre, mais dire qu'on n'accepte pas de continuer à souffrir dans cette situation comme celle-ci, comme elle est. Oui, parce que c'est aujourd'hui, ça hante mes pensées, mes nuits, je dors plus, c'est parce que j'attends une réponse et je sais qu'il a tellement peur de ma réaction et voilà, c'est bien. Oui, mais c'est bien ce que je vous dis, Sylvie. C'est-à-dire que là, vous restez quand même un tout petit peu ancré sur votre position à vous et vous oubliez quand même que vous êtes deux dans cette histoire. Et que sa réaction, qui n'est certes pas la bonne, elle est aussi en fonction de ce qu'il ressent. Et c'est ça que vous oubliez, voyez ? Vous interprétez sa réaction par rapport à vous-même, et non pas par rapport à ce que lui peut ressentir. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Si ça se trouve, excusez-moi, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais si ça se trouve, il est plus malheureux que vous. J'en suis presque certaine, hein, c'est ça le pire. Alors, je vais dire, pour avoir ce bonheur, j'ai besoin de cet aveu et on n'en parle plus. J'ai bien compris, mais la manière dont vous l'agressez, excusez-moi, hein, je suis exprès un peu dur avec vous, mais c'est parce que j'ai envie de vous aider. La manière dont vous l'agressez fait qu'il s'ancre encore plus dans ses positions. Oui, et je pense qu'il voit qu'il m'a fait tellement de mal, donc du coup, il n'est pas prêt à passer ce cap d'avouer. Je pense qu'il attend que... Mais là, il s'est englué dans une situation dont il peut plus sortir de cette situation-là. Pour ça que je pense vous avez besoin de vous faire aider. Oui, je pense que c'est ce que je vais lui proposer et je vais... Alors, d'après ce que vous me dites, comme ça, je commence à cerner un peu le personnage, je commence à le cerner un peu, cet homme. Moi, à votre place, je ferais mieux. Je prends un rendez-vous sans lui dire et vous l'emmenez. Et il va se retrouver devant le fait accompli. D'accord. Bon, je sais que c'est pas forcément les attitudes, les conseils que donnerait Yves Alexandre Talman.
C'est un abus. Je m'imagine comme praticien avoir un couple qui arrive et monsieur, c'est pas du tout où il est. Et puis tout d'un coup, c'est moi qui dois lui dire, ah oui, mais on est en train de faire une thérapie de couple, on va parler de l'infidélité. Mais oui, mais comme ça, on est sûr qu'il va y aller. Et moi, ce que je veux, c'est sauver votre couple, Sylvie, parce que je crois qu'il est sauvable. Donc, je l'espère. Donc je vous donne un peu un abus de pouvoir là, voilà. J'en assume la responsabilité. Conseil. Non mais je vous assure, je crois que il me semble que c'est le seul bon conseil qu'on peut donner pour sauver éventuellement votre couple. Sinon, parce qu'il acceptera pas, vu la situation dans laquelle il s'est mis, il acceptera pas d'aller consulter. Non, vous croyez pas, Yves Alexandre? C'est effectivement improbable, hein, comme ça a été raconté. Moi-même, donc, ça m'arrive dans mon travail de psychologue d'avoir des couples qui viennent. Très souvent, il y a des histoires d'infidélité à la clé. Ce à quoi je fais attention comme praticien, hein, comme psychologue, c'est de travailler pour le couple, donc à rétablir un équilibre. Parce que le danger, c'est d'avoir effectivement une position où on a l'un des deux partenaires qui s'érige en juge, et puis l'autre, tout d'un coup, qui prend la position de victime. Et il y en a un qui sort ses émotions, ah, tu vois ce que tu as fait, quel salaud, je souffre à cause de toi, etc. Puis l'autre, qui encaisse, mais avec ça, on a un déséquilibre. Et tout l'art consiste à recréer l'équilibre. Vous le disiez déjà tout à l'heure, c'est que si infidélité il y a eu, c'est que quelque chose dysfonctionnait, ou en tout cas n'était pas optimal dans le couple. Et dans ce dysfonctionnement-là, chacun peut aller chercher sa part de responsabilité. Donc ça rééquilibre les forces, entre guillemets, dans la relation. Bon. Merci Sylvie, en tout cas, et bon courage. Merci beaucoup, merci à vous. Allez, on fait une petite pause, Yves Alexandre Thalmann. C'est Tania qu'on retrouve dans un instant, toujours pour évoquer le bonheur. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Yves Alexandre Thalmann que nous vous emmenons vers le bonheur. Et je crois Tania, que vous y êtes déjà. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Thalmann. Bonjour. Eh oui, la voix est très révélatrice. Vous trouvez pas, Alexandre Thalmann, que la voix dès qu'on a la voix de quelqu'un en ligne, on sent sa capacité justement à être heureux ou pas? Il y a du sourire dans la voix, en tout cas. Oui, c'est sûr. On vous écoute, allez-y, Tania. Alors en fait, pour moi, le bonheur, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, je suis quelqu'un d'hypersensible, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai 52 ans, j'ai une petite fille de 7 ans, et j'ai toujours vécu ma vie dans le triangle, on dit infernal, ou le triangle de Karman, en étant victime, sauveur ou bourreau. Et en fait, j'en avais pas conscience. Et j'ai beaucoup fait les choses pour les autres en pensant que c'était normal, que c'était comme ça que je m'épanouirais. Et puis finalement, on se rend compte qu'on se respecte pas soi-même et que finalement on ne nous respecte pas. Et puis finalement, c'est de pire en pire, les années passent et puis on essaie de gérer. Enfin moi, j'ai l'impression d'avoir géré avec un bel optimisme, de la résilience et puis surtout beaucoup de déni. Déni, je pense, des situations et de peut-être mes propres envies, mes propres choix et mon propre chemin. Donc voilà en gros, et puis des blessures qui ressortent, qu'on vit au quotidien, et on essaye toujours de garder le sourire, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de positif, mais des fois on n'ose pas dire que ça va pas, etc. Et puis on continue, puis à un moment donné un changement de vie, deuxième fois, troisième fois, et puis là on rencontre des personnes avec qui on commence à parler, parce qu'on ose parler. Et puis finalement, on avance sur son cheminement en développement personnel. Et aujourd'hui, vraiment, je me sens très bien, même s'il y a des aléas de la vie. Donc ça se gère. Je pense pas qu'il y ait des personnes qui aient une vie parfaite, ou tant mieux pour elles, hein, je leur souhaite. Mais on a tous des aléas, des petites choses. Et je trouve que l'équilibre, c'est la manière dont on voit les choses. C'est-à-dire les choses nous arrivent, c'est la manière de les vivre, d'y trouver une solution.
et l'attitude qu'on peut avoir, parce que avec ce positif, ce négatif qui nous arrive au quotidien, et forcément, si on voit le verre vide au lieu de le voir plein, forcément, ça va être un peu plus compliqué. Et aujourd'hui, j'ai aussi rééquilibré. Alors déjà, je suis à ma place, clairement. Donc ça, c'est une fierté et puis une sérénité, voilà, qui m'aide dans. Oui, vous avez compris que la personne la plus importante, c'est d'abord vous. C'est ça, exactement. C'est ça. Et alors, des fois, il y a des choses qui se passent, je sais pas trop comment réagir, ou je prends du recul, parce que je dis, là, il y a peut-être la blessure de Roger, il y a encore des choses. Prends du temps, ne réagis pas à chaud, parce que je suis bélier, donc avec tout ce que ça peut générer malgré la bienveillance. Et si vous voulez, voilà, aujourd'hui, j'ai pris conscience de tout ça, et que finalement, c'est un peu le connais-toi toi-même. Qui permet de poser les limites entre ce que je donne pour moi, me satisfaire de petites choses. Vous avez parlé tout à l'heure de satisfaiseur. Donc je me satisfais vraiment un lever de soleil, un moment calme. Enfin, vraiment, je suis à côté de Bayonne, moi. Donc voilà, la côte, etc. Me ressourcer avec des choses simples. Ça, pour moi, c'est très important parce que ça fait partie de mes valeurs. Ça répond à mes valeurs et ça me ressource. Et puis les limites, tout le comment dire, la volonté, l'envie, la bienveillance que je peux donner à mes clients quand je les accompagne, et tout en posant des limites. Voilà, je suis là pour une certaine. En vous respectant, de toute façon, exactement. Poser des limites, c'est finalement se respecter et donc se considérer. Qu'est-ce que vous dites à Tania, Yves-Alexandre Tallmann? Je dis qu'il y a une belle découverte aussi à travers ce témoignage qui fait écho à nouveau à des recherches qui ont été effectuées sur le bonheur. Oui. C'est que c'est aussi une question de se satisfaire du bonheur que l'on a plutôt que de rechercher davantage de bonheur. Ça marche aussi pour le bonheur, cette affaire-là. Ça veut dire que les personnes qui sont tout le temps en recherche de plus de bonheur ou de bonheur parce qu'elles ont l'impression que leur vie n'est pas assez heureuse, finissent quand même par être plus malheureuses que les autres. C'est comme si le fait de trop rechercher le bonheur allait faire un contre-emploi quelque part et puis nous empêcher d'apprécier, on va dire, pleinement ce que l'on a déjà. C'est bouddhiste, ça, finalement. C'est très bouddhiste, pardon. Effectivement, on arriverait à faire des liens avec la philosophie bouddhiste, même si ce que je vous dis est vraiment de la recherche, des résultats de recherche scientifique, tout ce qu'il y a de plus occidental et tout ce qu'il y a de plus académique. Et puis ce que je peux me permettre d'ajouter, c'est qu'en fait ça m'empêche pas d'avoir des objectifs, mais voilà, que je les atteigne pas, c'est même pas la question, c'est que je vois que j'avance sur mon chemin. Exactement. Oui. Voilà. Et ça c'est la question du sens dont vous parliez, Yves-Alexandre Tallmann. C'est-à-dire que si notre vie n'a aucun but, aucun sens, on a forcément du mal à être heureux. Alors, dans les dernières études que j'ai pu lire par rapport à ceci, qui ont été faites avec des personnes de plus de 50 ans, il ressort très clairement que les personnes qui ont le plus d'objectifs encore, ou de buts qu'elles aimeraient atteindre, vont avoir une espérance de vie supérieure aux autres. On le voit aussi dans les maisons de retraite, les EHPAD ou autres. Quand une personne n'a plus d'autre objectif que de passer sa journée, les raisons de vivre ou la raison de vivre, elle chute. Donc, d'avoir des objectifs, c'est un point extrêmement fort pour se dire heureux dans la vie. Et comme vous l'avez relevé fort justement, c'est pas le fait d'atteindre forcément ces objectifs, c'est le fait de nourrir des objectifs qui contribuent à cette satisfaction et à ce bonheur. Oui, tout à fait. Et puis en plus, je trouve que on peut changer, comme on dit, bien évidemment, on se découvre. Moi, je trouve que le développement personnel que j'ai fait, le travail que je continue encore sur certains points, comme tout le monde, je pense jusqu'à la fin de sa vie, ça m'ouvre des portes. Et du coup, les objectifs. Mais vous savez, Tania, ce chemin de découverte de soi, ce chemin intérieur, je vais l'appeler comme ça, parce que je crois que c'est vraiment ça. Tout le monde ne l'a pas, et pourtant, c'est peut-être le chemin qui rend le plus heureux. Enfin, moi, je trouve, en tout cas.
Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? On se barricade de plus en plus derrière une personnalité complètement construite par des défenses et non, ce chemin intérieur, bravo Tania, c'est pour moi c'est le meilleur chemin. Mais merci pour votre bravo, mais je crois que j'ai pas eu le choix en fait. Parce que je pense que quand on met le mouchoir sur un truc, sur une eau gazeuse, si on n'ouvre pas, si on n'enlève pas le mouchoir pour traiter, voir ce qui bouillonne là-dessous. Je peux vous assurer qu'il y en a. Je vous assure qu'il y en a plein qui le font pas ce chemin. Hein. Vous êtes d'accord, Yves Alexandre Talman? Et oui, c'est peut-être pour ça aussi que les ouvrages et autres ont tant de succès dans le domaine du développement personnel. C'est qu'il y a une vraie demande, il y a un vrai marché, pourrait-on dire, mais en tout cas, il y a une vraie demande, mais ça signifie que c'est pas acquis pour tout le monde. Non, de toute façon, ceux qui font pas ce chemin-là, ils écoutent pas l'émission, hein, donc je peux en dire du mal, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Tania. Merci de votre joie qu'on entend dans la voix. Merci à vous. Alors, on va passer dans un instant au Love Conseil. Je vais vous donner les 10 règles d'or des sexologues pour une meilleure sexualité. Comme ça vous permettra d'être plus heureux sexuellement. On demandera à Yves Alexandre Talman, justement, quand est-ce que le sexe nous rend heureux? Et puis vous pouvez venir nous raconter votre chemin du bonheur au 0826 300 300. À tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, on est avec Yves Alexandre Talman. Vous n'êtes pas sexothérapeute, mais j'imagine que vous évoquez aussi la sexualité avec vos patients. En tout cas, j'ai mené ma petite enquête et voilà les règles d'or qui reviennent souvent de la part des sexothérapeutes pour améliorer la sexualité. Alors, j'en ai compté 10, mais on va les passer en revue rapidement. Alors d'abord, l'insuffisance d'éducation sexuelle, évidemment, et surtout la différence entre les hommes et les femmes, parce que sinon on a tendance à faire ce qu'on aimerait recevoir et c'est pas comme ça que ça marche. Le manque de spontanéité dans le plaisir, on s'observe, on n'est pas suffisamment capable de justement de lâcher prise, puisque c'est quand même le lâcher prise qui permet d'être dans la sensation. Alors les lacunes dans la connaissance de son anatomie, c'est-à-dire de son propre corps, hein. Le manque d'activité des femmes qui sont souvent trop passives. La femme ne sait pas utiliser son corps et tout particulièrement la tonicité de son vagin. Et d'ailleurs les hommes doivent encourager les femmes à être moins passives. L'importance des 5 sens, et tout particulièrement évidemment le toucher, hein. Il faut rappeler que la sensualité, ça vient du mot sens. L'importance de la masturbation, parce que si on ne se masturbe pas du tout, on a tendance peut-être à moins laisser fonctionner, enfin son organe génital fonctionne peut-être moins naturellement. Le manque de communication entre les partenaires, ça paraît évident évidemment. L'importance du clitoris et le rôle majeur du périnée, qui sont souvent un petit peu oubliés. Le périnée qui est en effet la courroie de transmission au niveau du corps. Voilà. On pourrait peut-être en ajouter d'autres, hein, bien sûr, Yves Alexandre Talman, mais alors la question que je vous pose, en quoi le sexe apporte du bonheur? J'étais encore en train de réfléchir à vos 10 règles. Pour moi, il y en a si vous en trouvez d'autres. Une. Ah oui, il y en a une qui est essentielle. C'est celle qui concerne l'organe sexuel majeur, à savoir celui qu'on a entre les deux oreilles, notre cerveau, bien sûr. Parmi les sources que j'ai pu consulter, il y en a quand même une qui met en avant que la satisfaction sexuelle est corrélée avec le fait de pouvoir parler de ce que l'on vit dans la sexualité. Donc non pas seulement la connaissance de soi, les sensations, les pratiques, etc., mais aussi le fait de pouvoir partager au niveau de la mise en mots avec ses partenaires. Et avec ça, notamment, on a accès à tout l'univers érotique, hein, qui est un univers mental par rapport à l'univers qui est beaucoup plus sensoriel ou sensuel. Oui, vous avez raison, c'est important d'ajouter cela. Et alors, est-ce que le sexe rend heureux ? Alors, quand on pose la question, est-ce que quelque chose rend heureux, que ce soit l'argent, le sexe, je sais pas, les repas, la beauté ou autre,
J'ai l'impression qu'on devrait se poser la question autrement. Autrement dit, est-ce qu'on arrive à se rendre heureux avec un bon repas, avec un rapport sexuel, avec un partenaire, etc. Du moment où on comprend que le bonheur, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, que l'on trouve. Hein. Le bonheur ne peut pas se trouver, le bonheur se construit, se développe. Ça veut dire qu'on peut prendre prétexte de la sexualité pour dynamiser son bonheur. On peut prendre prétexte d'une relation pour dynamiser son bonheur. On peut prendre prétexte de son travail, de son activité professionnelle pour dynamiser son bonheur. Mais c'est pas notre travail, un partenaire ou une relation sexuelle qui va nous rendre heureux. La sexualité va créer des émotions agréables, du bien-être, etc. Mais le bonheur, c'est un peu plus. Hein. Il y a cette dimension quand même cognitive de la réflexion qui va s'ajouter, se surajouter à ceci. Donc, pour répondre très concrètement à la question, oui, le sexe peut contribuer à rendre heureux quelqu'un qui sait se rendre heureux. Bien sûr. Mais enfin, il suffit d'aller sur le chemin de la sexualité. Une fois qu'on est sur le chemin, on a compris avec Tania, ça marche. Hein. Alors, justement, tiens, demain, on sera avec Michel Odoul et on va faire parler nos organes génitaux. Vous savez que Michel Odoul nous parle toujours des maux du corps. Eh bien, si vous avez une panne d'érection, si vous avez un peu mal au moment de la pénétration, si vous avez, je ne sais quoi d'autre, eh bien, vous pourrez réagir et puis on vous expliquera justement ce que votre corps vous raconte. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci d'être avec nous, Laurence. Alors, mais avec plaisir. Donc moi sur la question du bonheur, je tenais à dire qu'effectivement j'adhérais à l'idée que c'était la capacité à le percevoir et à le vivre naît d'un travail personnel, peut naître d'un travail personnel. Alors en ce qui me concerne, moi j'ai grandi dans un milieu qui était assez anxiogène, avec une priorité donnée à la valeur travail, où les enfants ne devaient pas être un obstacle au travail et donc devaient se faire tout petits et donc leurs besoins étaient assez peu prioritaires. Donc je pense que je tire de là une capacité à ce que j'appelle picorer les lucioles, c'est-à-dire être capable de saisir un instant, un moment de n'importe quelle activité qui vous rend joyeux et bien, même si c'est un petit détail, le plaisir d'avoir un chocolat chaud après avoir eu froid, le bonheur de se promener dans la nature, ce genre de choses. Mais je voulais aussi préciser sur ce que je suis assez pas méfiante, mais distanciée par rapport à toutes les questions de développement personnel, parce que il y a une dimension qui me dérange beaucoup, c'est l'idée que vous seriez votre propre outil à être heureux et vous en serez le seul. Vous en seriez le seul. Or, quand même, pour arriver à être suffisamment bien pour développer un bonheur intérieur, il faut quand même que le contexte dans lequel vous êtes soit relativement sans trop de difficultés. Et je ne voudrais pas que cette idée que l'on véhicule un peu partout à longueur de plateaux, de livres, de magazines, que en travaillant sur soi on peut être bien et accéder au bonheur, prive les gens d'une volonté de lutter quand les situations dans lesquelles ils sont ne sont pas normales. Pour être plus précise, moi, en ce qui me concerne, mon travail était une énorme source de bonheur. Je suis enseignante et la dégradation de la situation et des conditions d'enseignement dans les classes est quand même quelque chose contre lequel il faut lutter. Et quand on reçoit des propositions pour être mieux qui consistent à faire des exercices de cohérence cardiaque et de respiration de la part de l'éducation nationale, on a un peu la rage qui monte. Donc voilà, oui, on est l'outil de son propre bonheur. Oui, apprendre à picorer des lucioles, cela s'apprend, mais on ne doit pas être endormi par cela ou culpabilisé par cela, par cette injonction au bonheur et par l'idée que c'est vous n'avez qu'à travailler et vous y arriverez à trouver le bonheur. Détendez-vous, allez marcher, apprenez à respirer, voilà. Mais je crois Yves, Alexandre Thalmann, vous avez l'air d'être assez d'accord avec Laurence. Hein.
Ouais, je suis même plus qu'assez d'accord, je suis même complètement d'accord, mais ça rejoint les deux dimensions ou les deux jambes du bonheur, pourrait-on dire, qui étaient évoquées tout au début de l'émission. Il y a une partie émotionnelle au bonheur, ce qu'on appelle le bien-être. Et pendant assez longtemps, même dans la psychologie positive, on s'est focalisé sur cette question de bien-être. On dit parfois le bonheur, c'est du bien-être dont on prend conscience. Donc ça voudrait dire que si on sait apprécier les belles choses, si on sait penser positivement, alors on est heureux et ça dépendrait que de nous. Mais on oublie, si on reste que, on va dire, focalisé sur cette dimension, l'autre dimension, l'autre jambe du bonheur, qui est le sens. Alors, pour prendre une autre métaphore, il y a un des pôles qui consiste à recevoir, à savoir recevoir. Par exemple, dans ce que vous disiez, picorer les lucioles, on est là-dedans. Mais de l'autre côté, il y a agir. Il y a à contribuer à changer le monde dans lequel on vit. Ça, c'est des beaux objectifs. Je citais Greta Thunberg tout à l'heure, mais ça peut être n'importe quel mouvement où on se dit « Ok, je sais recevoir, je sais apprécier les belles choses, mais c'est pas pour autant que je ne milite pas, c'est pas pour autant que je n'agis pas pour faire changer les choses autour de moi. » Et alors, je vous rejoins parfaitement dans cette idée que si on nous rétorque apprenez à faire de la cohérence cardiaque, apprenez à faire de la gratitude, apprenez à méditer, puis comme ça, vous nous foutrez la paix, passez-moi l'expression, et vous serez heureux, alors là, je m'y oppose totalement. Non. Il y a un élément très militant dans le bonheur, c'est-à-dire amener ou changer le monde pour qu'il soit plus vivable. Sauf que, excusez-moi, Yves-Alexandre Talman, changer le monde, c'est ce qu'essayent de faire les politiques et ils n'ont pas l'air très heureux. Hein. Oui, mais là, ça va vous faire plaisir. On commence par changer le monde, peut-être en se changeant soi-même aussi. N'est-ce pas ? Ou en tout cas, notre petit cercle autour de nous. Oui. C'est vrai que le cheminement personnel chez les hommes politiques, je le sens pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurence ? Oui, alors c'est autre chose, c'est qu'ils ont le cheminement personnel, c'est leurs objectifs qui ne sont pas les nôtres. Leurs objectifs de pouvoir, leurs objectifs, ce qui les rend heureux n'est peut-être pas ce qui rend heureux le commun des mortels. Donc la recherche du bonheur ne se fait pas là où nous le rechercherions, je pense. Non, mais de toute façon, la recherche du pouvoir ne pourra jamais rendre heureux parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus puissant que nous. Donc on sera toujours malheureux. Il y aura toujours qu'un seul président de la République et puis quand il est élu, il est tellement détesté que de toute façon, il ne sera pas heureux non plus. Alors, bon, c'est un autre débat. Hein. On va changer de débat, mais vous savez qu'on parle vrai sur Sud Radio de temps en temps. Hein. Non, mais en tout cas, Laurence, vous faites plaisir à Yves-Alexandre Talman. Vous avez vu, vous êtes 100% d'accord tous les deux. Hein. Ah, je suis très heureuse de l'entendre sur une chaîne qui est très écoutée, une émission qui est écoutée, parce que je veux que les gens soient déculpabilisés, qu'ils se disent bien que oui, il y a une source du bonheur qui est en eux, mais il y en a aussi une en agissant. Voilà, en n'étant pas dans la passivité. Mais oui, les deux jambes sur les événements, sur le oui. Voilà, les deux jambes du bonheur. J'ai beaucoup aimé cette... voilà, tout à fait. Et si on marche avec les mains, qu'est-ce que ça donne, Yves-Alexandre Talman ? Alors, j'arrive pas à répondre à cette question, mais par contre, le fait que du moment où l'on croit que le bonheur est entièrement dans nos mains, alors on ouvre tout grand les portes des sentiments de culpabilité. Ça veut dire que si on n'est pas si heureux que ça, c'est qu'on a fait quelque chose de travers, c'est qu'on est incompétent, etc. Ça va quand même chercher un petit peu plus loin que, effectivement, ces recettes de développement personnel un peu faciles parfois qu'on entend ici ou là, où il suffirait de penser positivement, où il suffirait de méditer, où il suffirait de... C'est une des parties de l'équation, mais j'ai l'impression que c'est pas complet. Et qu'il y a d'autres choses qu'il faut ajouter, notamment ce pouvoir d'action dont on dispose et que l'on peut mettre au profit d'améliorer les choses autour de nous. Mais merci Laurence de cet éclairage. On avance, on a deux jambes, donc c'est pour ça qu'on avance sans doute. Merci beaucoup Laurence. On va conclure avec Patrick. C'est bien qu'on ait quand même encore un homme pour conclure qui va parler du bonheur. À tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Et nous allons continuer à cheminer sur le chemin du bonheur avec Yves-Alexandre Talman, avec Patrick qui nous rejoint. Bonjour Patrick. Bonjour Brigitte, bonjour Yves-Alexandre. Alors c'est intéressant parce qu'on a eu plus de femmes qui ont appelé, mais c'est vrai qu'on a souvent plus de femmes dans cette émission, peut-être parce qu'elles sont plus en relation avec leurs émotions. Est-ce que les femmes dans les enquêtes que vous connaissez, Yves-Alexandre Talman, sont plus ou moins heureuses que les hommes ? J'ai pas vu de différence à ce niveau-là. À l'heure actuelle, on parle davantage de charge mentale accrue chez les femmes. Chez les femmes, oui. Mais par rapport au bonheur, en fonction de l'âge et en fonction du genre ou du sexe, on n'a pas vraiment de différences marquées. Un tout petit peu pour l'âge qui nous dit que globalement, l'âge le plus heureux de la vie, c'est à partir de la retraite, autour de 60-65 et plus. Mais c'est des toutes petites différences qui ont une signification uniquement statistique. Eh bien, on va écouter un homme, alors nous parler du bonheur. Bonjour Patrick. Bonjour. Oui, moi, sur cette notion de bonheur, je crois qu'il faut surtout, pour moi, ce qui m'aide, c'est de savoir que c'est une sorte de courbe sinusoïdale et que le bonheur n'est pas permanent ou un état permanent à avoir ou à posséder. Et donc, en gros, savoir reconnaître ce bonheur quand il est là, et en gros, on est sur la courbe haute de la sinusoïdale, et se dire que de toute façon, ça va redescendre un jour, et c'est la vie, plutôt que se dire, bah oui, dès que je suis plus tout en haut, c'est fini, c'est trop horrible, j'en peux plus, quoi. Et de garder ces moments de bonheur d'ailleurs qui accompagnent dans les moments de descente lorsqu'ils existent. Oui, je crois que c'est assez juste, Yves-Alexandre Talman. Oui, le bonheur de toute façon ne peut pas être un état stable, mais on est dans une dynamique. Autrement dit, il y aura forcément dans une vie humaine des moments avec des creux, si on reprend l'analogie de la vague ou de la courbe sinusoïdale. Et ça nous dit quelque chose. Ça nous dit qu'il y a beaucoup d'ouvrages, il y a beaucoup on va dire, d'informations sur comment accéder à un plus grand bonheur. Peut-être aussi que l'on pourrait, mais c'est un peu moins sexy quand même, peut-être que l'on pourrait donner des pistes pour être moins malheureux. Parce que, on le disait tout à l'heure, pour être heureux, il faut y mettre du sien. Ça suffit pas de vivre des éléments qu'on qualifierait d'heureux. C'est pas parce que je gagne à l'euro-million, c'est pas parce que je rencontre l'âme sœur, c'est pas parce que j'ai un travail super agréable que je suis forcément heureux. L'expression française le dit bien, et il, elle, a tout pour être heureux, heureuse, mais c'est pas le cas. Donc on sait bien qu'il faut y mettre du sien, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Quand on est au bas, quand on est au creux de la vague, autrement dit, pour être malheureux, il faut y mettre du sien aussi. Et pour donner juste une piste à ce niveau-là, une façon de se rendre vraiment malheureux, c'est d'augmenter du malheur au malheur. Autrement dit, d'y repenser et de ressasser. On parle de rumination mentale. Donc il m'arrive quelque chose de désagréable et puis après je vais y repenser et y repenser encore et encore et encore et encore. On avait tout à l'heure une auditrice qui parlait de l'infidélité de son compagnon. Alors l'infidélité, allez, on peut dire qu'elle a eu lieu 3, 4, 5, 10 fois, mais dans la tête de la personne. C'est pas 10 fois, c'est peut-être 10 000 fois où elle se rejoue la scène. Je peux être quitté par mon compagnon ou ma compagne, c'est une fois une rupture. Mais je peux me la rejouer 10 000 fois. Et donc, à chaque fois, j'ajoute du malheur au malheur. Et donc, d'apprendre aussi à faire attention, à pas donner notre attention à ces éléments qui nous plongent dans le malheur, au sens propre du terme. C'est aussi une piste intéressante dans le développement personnel ou la psychologie au sens large du terme. Oui, et ce que vous dites, Yves-Alexandre Talman, est intéressant parce que on se rend compte qu'il y a des personnes qui vont rester accrochées à un événement qui a été certes douloureux, malheureux et terrible même, et ils vont y rester accrochés et quelque part donc ils s'empêchent de toute façon pour la suite à être heureux. C'est ça, à un moment donné, je crois que ça vaut la peine de se poser cette question. Il nous est arrivé des choses pas drôles, des choses douloureuses, voire des choses terribles. Ok, elles sont arrivées. On ne peut pas empêcher dans une vie d'avoir des déconvenues, d'avoir des drames, des maladies, des deuils. Ça fait partie de l'expérience d'être humain.
Et puis, on va les intégrer, ok, on va y penser un peu, mais à un moment donné, il faut bien se poser la question de est-ce qu'on tourne la page? Autrement dit, maintenant, ok, ce qui est arrivé, mon lot de malheur, je l'ai eu, mais maintenant, je décide quoi? Je décide de rester là-dedans et de ressasser, de ruminer encore une fois de plus, ou bien je fais autre chose et j'essaie d'ouvrir la porte pour me sortir de cette situation et aller de l'avant et essayer de changer mon humeur pour renouer avec plus de satisfaction et plus de bonheur. Oui, bien sûr. Patrick, oui, allez-y. Je crois que vous attachez beaucoup d'importance à la santé et c'est vrai qu'on en a très peu parlé depuis 14 heures. C'est un exemple que j'ai donné dans les conditions où ce qui peut aider à être heureux. C'est que moi, si on me pose la question si je suis heureux, je dis oui, mais c'est vrai aussi que, par exemple, je suis en bonne santé. Et donc, j'ai pas des proches qui sont malades. Donc c'est sûr que quand on est dans des vrais moments difficiles ou compliqués à ce niveau-là, c'est sûr que ça n'arrange pas pour avoir des sensations de bonheur, parce que ce sont des vrais malheurs qui arrivent, sur lesquels finalement on a assez peu de prise lorsqu'on est dans ces situations-là. Je dirais la seule chose moi qui m'aide, qui peut j'essaie de faire la différence entre justement le plaisir que je peux avoir de pouvoir agir sur ma vie et de vraiment avoir une prise dessus. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir lorsqu'on a la conscience qu'on a réussi à faire quelque chose et d'avoir enclenché et d'avoir obtenu. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Mais il faut aussi avoir l'humilité de se dire que dans certains cas, on n'a pas eu le choix et on ne peut pas avoir l'emprise sur les événements. Quand vous évoquez les gens qui ressassent, je crois que c'est parce que justement, elles ont peut-être. Enfin, moi, je fais le deuil parfois j'ai pas pu agir dessus et de toute façon, c'était pas dans mon domaine et je peux pas changer les faits tels qu'ils se sont présentés et d'y revenir sur le fait que je peux pas avoir de risque dessus ne va pas changer la situation, voire même l'empirer. Mais justement, oui. Oui, allez-y, Patrick. Non, mais c'était cette notion c'est vrai que ce qui aide ou ce qui fait du bien à la personne et ce qui fait qu'on est dans le bonheur, à la fois bien sûr de savoir le reconnaître. Je crois que j'ai des radars à reconnaître et à gratifier, être très reconnaissant quand ça m'arrive. Et ça peut être des bonheurs très fugaces et très légers. On dit souvent que le bonheur, on reconnaît au bruit qu'il fait quand il part. Donc moi, j'essaie de le ressentir au moment où il est présent pour m'en imprégner. Ça, c'est une phrase très négative. Oui, mais c'est pour ça que je dis l'inverse, parce que oui, bien sûr, mais vous avez raison. Mais c'est parce que elle est aussi un peu vraie. C'est que parfois, lorsqu'on est un peu enfant gâté, que la vie nous a donné beaucoup de choses, ou beaucoup de bonheur, et puis que finalement c'est devenu la norme ou une banalité, et qu'on n'y prête plus attention, c'est le jour où on l'a plus qu'on se rend compte que finalement c'était vachement sympa ce qu'on avait sous la main et que on le prenait comme pratiquement faisant partie du corps. Alors, c'est vrai. Bon, écoutez, merci Patrick. Écoutez, je trouve, Yves-Alexandre Thalmann, qu'on a quand même donné beaucoup de conseils à tous ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas que des conseils de respirer plus profondément. Moi, j'ai bien aimé vos deux jambes du bonheur. Je crois que c'est quelque chose qui aura certainement marqué tous ceux qui nous écoutent. Et j'aimerais même ajouter par rapport au dernier témoignage que la question de la santé n'est pas aussi déterminante qu'on a tendance à le penser pour le bonheur. Il y a beaucoup de personnes pourtant atteintes dans leur corps, dans leur intégrité, qui disent mais je suis heureux, je suis heureuse, voire même je suis plus heureux maintenant que je ne l'étais lorsque j'étais en santé parce que je voyais pas les choses passer et puis je considérais que tout était acquis. La seule exception, ce sont les douleurs chroniques. Mais même un état de santé qui est pas optimal, même des maladies avec des diagnostics lourds, n'est pas un frein rédhibitoire au bonheur. Et je pense que ça vaut la peine de le dire parce que c'est une phrase quand même là, pour le coup, qui est très optimiste. Oui, et d'ailleurs, on l'a vu avec le premier témoignage de Marie, qui garde un handicap et qui, quelque part, nous a donné une belle leçon du bonheur. Merci beaucoup, Yves-Alexandre Thalmann. On vous retrouve dans vos livres, on vous retrouve évidemment sur Internet. Et n'hésitez pas, parce que c'est toujours d'une pensée précise, claire, qu'il nous offre. Merci beaucoup, Yves-Alexandre Thalmann. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir, bien sûr. Et puis, demain, je vous l'ai dit, on est avec Michel Odoul, il va nous dire les mots de nos sexes, de nos organes sexuels. Donc, si vous avez des petites douleurs, si vous avez des dysfonctionnements à ce niveau-là, vous n'hésitez pas, vous pourrez en parler avec Michel Odoul. À demain.